Bien, nous allons démarrer ce premier webinaire de lancement officiel de la Fête de la Science. Donc, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Monsieur le Préfet de Martinique. Bonsoir, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Bonsoir, Monsieur le Vice-président du Carbet des Sciences. Bonsoir à toutes et tous nos panélistes qui vont intervenir tout à l'heure. Et bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Christophe Simonin, le directeur du Carbet des Sciences et le coordonnateur de la Fête de la Science. Et donc, avec Audrey Babdor, nous aurons le plaisir d'organiser ce premier webinaire de lancement officiel. Donc, pour les spectateurs, comme je le disais tout à l'heure, il est normal que vos micros et caméras soient coupés, puisque dans ce format-là d'intervention, seuls les conférenciers du webinaire peuvent activer leur caméra et leur micro. Pour les échanges qui viendront lors des interventions des doctorants et de l'ambassadrice de la Fête de la Science, vous avez en bas de votre écran une rubrique questions-réponses, une rubrique chat sur laquelle vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez, ou dire un petit mot, et vous pourrez également lever la main pour une prise de parole. Alors, le programme de ce soir, donc après le petit mot d'accueil que je viens de faire, ce sera les allocutions officielles, puis la présentation très générale du programme de la Fête de la Science, puis les interventions de nos panélistes. Donc, je vais, sans plus attendre, donner la parole à Monsieur Benoît Bérard, qui est le vice-président du Carbet des Sciences qui coordonne cette manifestation depuis de nombreuses années. Bonsoir à tous. Monsieur le préfet de la Martinique, monsieur le président de la collectivité territoriale de la Martinique, mesdames et messieurs. Au nom du Carbet des Sciences, Centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Martinique, de son président et de son équipe, je tiens à vous faire part de notre joie de nous voir tous réunis ce soir pour ce lancement un peu particulier de la Fête de la Science 2020. La culture scientifique et sa diffusion sont un enjeu majeur pour nos sociétés. C'est un élément indispensable à notre compréhension et à notre capacité de gestion des questions qui se posent à nous dans notre monde contemporain, que ce soit le changement climatique global ou la crise actuelle que nous vivons à travers la pandémie de Covid-19. La diffusion de cette culture scientifique dans ce contexte est un enjeu d'autant plus grand que nous sommes dans un moment où l'on voit se développer des pratiques que l'on appelle de post-vérité, ou plus couramment fake news, qu'on voit se développer aussi le climato-sceptisme, et où parfois la communication et la vitesse soi-disant nécessaire à la communication prend le pas parfois sur la réflexion, et c'est un élément qu'on a vu même ces derniers temps atteindre le monde scientifique de façon assez forte. Alors, la culture scientifique est de fait dans ce cadre le seul moyen pour chacun d'entre nous de jouer pleinement son rôle de citoyen éclairé, apte à participer au débat public, à comprendre et en mettre en œuvre en toute conscience les décisions politiques, parfois difficiles, nous le voyons actuellement, celles que nous vivons aujourd'hui, mais aussi celles que nous aurons sans doute à prendre dans le futur face aux défis que représentent les changements environnementaux. C'est fort de cette conviction que nous travaillons chaque jour au Carbet des Sciences en allant au contact direct de la population martiniquaise partout où elle se trouve. L'implication permanente des chercheurs et de nos structures partenaires est bien évidemment une valeur ajoutée importante pour l'ensemble de nos actions. Dans ce cadre, chaque année, la Fête de la Science incarne cette rencontre entre le public, les médiateurs et les acteurs de la recherche. Cette année, le thème choisi par le comité local de pilotage est « La science pour protéger notre environnement local et le bien-être des générations futures ». Bien évidemment, la situation sanitaire actuelle nous impose une forme inhabituelle pour ce rendez-vous annuel,
souvent convivial et chaleureux. Mais c'est pour moi aussi l'occasion de remercier d'autant plus les participants, les laboratoires, les chercheurs, les associations, les entreprises qui ont accepté de continuer à jouer le jeu de la fête de la science avec nous, même si les règles ont changé cette année. C'est aussi l'occasion de remercier l'équipe du Carbet des sciences qui a su se mobiliser et se réinventer à cette occasion. Alors, je laisserai Christophe Simonin, notre directeur, vous détailler un peu plus tard le riche programme que nous avons réussi dans ces conditions à mettre en place et qui montre que la science est là avec nous au quotidien et continuera à nous accompagner dans ces moments où nous en avons tant besoin. Enfin, le Carbet des sciences, à qui incombe l'organisation de cette manifestation, n'aurait rien pu faire sans le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, de la DEAL, de la DAC de Martinique, de l'Office de l'eau et bien entendu de la collectivité territoriale de la Martinique. Ce sont des partenaires de longue date dont la confiance renouvelée au fil des années nous honore et nous tenons ici à les remercier pour ce soutien constant dans le cadre de nos actions. Pour conclure, je dirais que la science doit certes être un moyen pour nous de mieux comprendre les défis du monde contemporain, être un moyen de changer notre vision des choses, de nous permettre de mieux penser la complexité du monde, mais la science doit être aussi une source d'étonnement, d'émerveillement. C'est ce qu'incarne pour moi la fête de la science. La science n'est pas la source du bonheur, mais elle doit être dans le quotidien aussi une source de plaisir. C'est en tout cas comme cela que moi je la vis au quotidien en tant que chercheur et c'est, je l'espère, ce que nous permettra de transmettre cette fête de la science 2020. Donc en conclusion, je nous souhaite donc à tous une excellente fête et en espérant que les choses, ce lancement inaugure de merveilleux moments pendant les jours qui viennent. Merci à tous. Merci Benoît Bérard. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Préfet, Monsieur le Vice-président du Carbet des sciences, Mesdames et Messieurs, l'homme et la nature, un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui et qui retrouve tout son sens en cette période atypique, nous contraignant à remettre en question nos rapports avec la nature et les défis considérables à relever pour sa préservation. La COVID-19, malgré ses conséquences dévastatrices, réveille les consciences et booste nos capacités à chercher des solutions pour maîtriser cette menace évidente. Qui dit recherche, pour moi, dit innovation. La recherche de solutions aux besoins environnementaux et sociaux actuels et futurs nécessite la mobilisation des sciences, des technologies nouvelles. Les sciences sont le point d'entrée de toute évolution dans tous les domaines. La science permet de transformer une problématique en une opportunité pour demain et de mobiliser les compétences d'un pays. La 29e édition de la Fête de la science en Martinique nous offre la possibilité d'alerter et d'inciter tout un chacun à réfléchir et à reconnaître la place et l'importance des sciences dans notre société. Et si nous tenons compte de la thématique retenue par la Martinique, de la nécessaire préservation de notre nature et d'une réflexion sur les conséquences des activités humaines, nous avons déjà
emboîter le pas grâce à l'implication des acteurs du territoire. Pour exemple, notons les études de plus en plus poussées sur la valorisation de notre pharmacopée. Elles attisent la curiosité et surtout incitent à découvrir les vertus et bienfaits des plantes et leur retour aux valeurs naturelles. Cette crise sanitaire a permis de donner davantage de visibilité et d'importance à la recherche pour trouver des solutions innovantes, thérapeutiques, médicales, économiques pour le bien-être et le bien-vivre. La digitalisation n'est plus aujourd'hui une option, mais une norme indispensable, incontournable dans toutes les activités. Les sciences ont un rôle crucial à jouer dans cette période de mutation. Cette fête de la science adaptée et remaniée en événement digital en est un exemple patent. Cela ne doit pas altérer la dynamique des échanges, des animations et des expérimentations entre les chercheurs et le public prévus au programme. Bonne fête de la science 2000. Merci de votre écoute. À vos écrans, comme le dit habituellement, zoomez et contribuez. Merci en pile, merci Michel. Merci, Président. Monsieur le préfet Stanislas Cazel. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Vice-président du Carbet des Sciences, Monsieur le Directeur du Carbet des Sciences, Mesdames et Messieurs les universitaires, Mesdames et Messieurs les représentants des grands organismes de recherche publics nationaux présents en Martinique, Mesdames et Messieurs mes collègues des grands services publics, je pense notamment aux collègues du rectorat et de la direction des affaires culturelles qui sont en ligne avec nous ce soir, Mesdames et Messieurs les responsables des associations de vulgarisation, Mesdames et Messieurs les étudiants, cher Philippe Hunel, délégué à la recherche et à la technologie qui est assis à côté de moi, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux ce soir de participer à l'ouverture de la Fête de la Science. Bien sûr, nous aurions pu reporter cette Fête de la Science 2020, compte tenu de la crise sanitaire qui nous impacte, mais au contraire, je crois que cette fête est plus nécessaire que jamais. Et pour reprendre les mots de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, fêter la science à l'heure de la Covid-19, c'est d'abord célébrer une boussole indispensable pour traverser la tempête sanitaire et nous projeter de nouveau vers l'avenir. Pour vous dire quelques mots aujourd'hui sur la recherche, je voudrais d'abord partager avec vous, ici plus que partout ailleurs, c'est la diversité de la recherche présente en Martinique. Diversité dans les disciplines, on pense bien sûr dans cette période de Covid-19 aux disciplines médicales, aux disciplines sanitaires, mais aussi la richesse des disciplines présentes ici en Martinique, qu'elles soient des sciences dures, comme on disait autrefois, ou des sciences humaines, qu'il s'agisse des sciences qui concernent des dizaines ou des centaines d'étudiants, ou des sciences plus intimes, plus rares, plus précieuses, pourrait-on dire aussi, qui concernent quelques chercheurs et quelques innovateurs. Et puis elle est aussi diverse, cette science, car c'est autant la science fondamentale que la science de l'innovation, c'est aussi des sciences appliquées, et je crois que c'est aussi cette diversité qui nous marque ici en Martinique. Et plus que jamais, dans le contexte dans lequel nous sommes, cette science, elle est indispensable. Quelle est la place aujourd'hui de la science dans la gestion de la crise sanitaire? N'est-elle pas centrale? L'organisme que nous avons tous à l'esprit, n'est-ce pas le Conseil scientifique? Qu'il s'agisse du Conseil scientifique national ou du Conseil scientifique local, on voit que finalement, il n'y a pas de gestion de la crise sans la science. Et je crois que c'est absolument indispensable. Et puis, quand on regarde l'actualité, pensons aussi à l'actualité américaine, par exemple, à la vie de la démocratie. Dans un tout autre ordre d'idée, qu'est-ce que la démocratie sans la science? Qu'est-ce que la démocratie sans la lutte contre les fausses informations, sans les vérifications? Et qu'est-ce que la démocratie sans
des scientifiques qui nous ouvrent, à nous les responsables publics, qui nous ouvrent le chemin, qui nous ouvrent les perspectives. Et donc, cette science diverse et indispensable, je crois que vraiment, je suis heureux de la fêter avec vous ce soir, dans toute sa diversité, dans toute sa jeunesse aussi, et je salue par avance les doctorants qui interviendront et présenteront leur thèse dans quelques minutes, et je salue ceux qui les ont accompagnés, leurs maîtres de thèse, leurs tuteurs et tous ceux qui les accompagnent et qui accompagnent les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants de demain. Je crois que surtout, ce qui me marque aussi, c'est que la science, elle change le monde. Et dans le monde dans lequel nous sommes, nous n'avons pas le droit de nous installer dans un espèce de confort, dans un espèce de conservatisme. Nous voulons changer le monde, chacun dans nos désirs les plus profonds, mais aussi vouloir changer le monde. Je crois que c'est important et que la science doit nous aider. Alors, c'est la science du progrès, que la science nous a fait progresser. C'est aussi la science qui nous permet de lutter contre la misère, et j'y suis particulièrement sensible, contre la pauvreté. Nous avons des leviers de connaissance, des leviers d'innovation, des leviers de solidarité qui sont aussi portés par la science, même si on y pense moins naturellement. Et puis la science, c'est aussi cet outil extraordinaire qui fait la proximité entre nous. Quand on voit la force des télécommunications d'aujourd'hui, cette insularité qui est presque aplanie par les technologies de la communication, on voit, je crois, cette importance de la science pour changer le monde. Et moi, j'y suis particulièrement attentif. Et si vous voulez bien, je me permettrai, pour terminer ce propos, avant de laisser la parole à la présentation du programme, j'aimerais bien donner 2 missions à tous ceux qui nous écoutent. Alors, 2 missions parmi d'autres, mais qui me paraissent particulièrement sensibles en ce moment. D'abord, c'est la mission du retour des talents en Martinique. Je crois qu'on ne peut pas évoquer cette question de la science sans parler de cette question des talents et de cette question de leur place en Martinique. Quelle place nous leur laissons? Quelle place nous leur offrons? Quelles propositions nous leur faisons? Comment construisons-nous des parcours avec la Martinique comme un lieu à la fois de formation, parfois de formation initiale, parfois de formation complémentaire, et dans un lieu aussi ensuite de développement personnel, dans un moment de carrière ou pour une totalité de carrière. Et je crois que nous avons cette obligation collective, si vous voulez bien, de travailler tous ensemble sur cette question de la présence des talents ici en Martinique. Et puis, le deuxième sujet auquel je pense et que je voudrais partager avec vous, au-delà de cette question des talents qui, on le voit sur la médecine en ce moment, mais on sait que ça touche tous les secteurs, et pas que les secteurs scientifiques, même s'ils sont peut-être les plus exposés. Et la deuxième mission, je crois que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est aussi une mission dans laquelle nous devons donner une place à la science, donner une place aux scientifiques, travailler sur cette question, d'abord pour mieux connaître ces questions d'égalité entre les hommes et les femmes, et puis aussi travailler ensemble à ce que cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, nous l'apportions aussi dans nos pratiques professionnelles, dans nos pratiques scientifiques, dans nos panels, dans nos observations, dans nos responsabilités. Et finalement, je crois que c'est un enjeu que nous pouvons tous partager ici en Martinique, chacun dans nos responsabilités. Voilà 2 missions que je me propose de partager avec vous, qui sont 2 éléments parmi d'autres de tout ce que vous faites, de toute la mobilité qui est la vôtre, mais qui pourrait être finalement une incarnation locale d'un effort d'une communauté scientifique. Et cette communauté scientifique, je la salue à travers vous tous qui êtes présents ce soir, et je la remercie pour tout ce qu'elle apporte au quotidien pour le territoire. Et je remercie ceux qui ont, fidèlement, malgré la contrariété de la période, malgré la frustration de ne pas pouvoir être sur le terrain, malgré la difficulté à aller à la rencontre de la population en ce moment, je remercie tous ceux qui ont tenu la flamme de cette fête de la science et qui la feront vivre pendant les prochains jours au service de la science, au service de la Martinique et au service de chacun d'entre nous. Merci à tous. Merci, monsieur le préfet. Je repasse en partage d'écran pour vous faire maintenant une présentation non exhaustive, mais de présentation des grandes lignes
de l'événement Fête de la Science 2020. Donc, comme cela a été rappelé, notre thématique locale, c'était les sciences pour protéger notre environnement local et le bien-être des générations futures. Désolé pour la coquille que je viens de voir. Et en Martinique, donc, les acteurs de la Fête de la Science se sont mobilisés pour proposer, malgré la situation, plus de 30 opérations, avec tout de même des interventions autorisées en milieu scolaire. Donc, la trentaine d'exposants du village des sciences, une partie d'entre eux se sont proposés d'aller à la rencontre des établissements scolaires sur le temps scolaire, avec bien sûr le respect des gestes barrières, pour aller présenter les thématiques qu'ils auraient développées en présentiel sur un village des sciences plus classique. Et enfin, nous avons dû nous réinventer, c'est le terme à la mode en ce moment, pour vous proposer et proposer à Martiniquais des webinaires, des conférences en ligne et des sciences en quiz. Toutes ces propositions balayent de nombreuses thématiques et elles seront traitées donc du 6 au 16 novembre. Donc, ce soir, c'est le coup d'envoi de la manifestation. Mais donc, jusqu'au 16 novembre, vous aurez des opérations. Alors, comme je le mets là, la fête de la science, le programme est évolutif. On a encore posté aujourd'hui 4 nouvelles vidéos de partenaires qui seront accessibles en ligne pour le public martiniquais, puisque donc il a fallu être très réactif en une dizaine de jours pour vraiment basculer sur du tout numérique. Alors effectivement, la préparation de cette 29e édition de la Fête de la Science a été marquée par l'absence de rassemblement collectif, mais elle a aussi mis en lumière la présence ininterrompue de la science dans nos vies au cours de ces derniers mois. Donc un premier outil qui est proposé au public martiniquais, c'est la balade numérique Clic de Science. Alors c'est une sorte de fête de la science à la carte, à portée de clic, depuis chez soi. L'intérêt que l'on peut trouver sur cette balade numérique, c'est que toutes les actions, donc bien sûr les actions martiniquaises, mais également toutes les actions de nos homologues de nos régions d'outre-mer et de l'Hexagone. La Fête de la Science là-bas, c'est déjà tenu en octobre, mais là, le public curieux martiniquais a accès à ce qui a été proposé dans l'ensemble des régions lors des Fêtes de la Science qui se sont déjà tenues. Et pour celles qui sont lancées ce soir, c'est-à-dire les Fêtes de la Science pour l'outre-mer et l'international, et bien également, vous avez des cartes interactives qui vous permettent d'accéder à toute une programmation de vidéos, de webinaires et d'événements en ligne. Je l'ai dit tout à l'heure, donc des animations en milieu scolaire. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc, la plupart de ces propositions sont déjà complètes. C'est-à-dire que les acteurs ont proposé une série d'heures et de dates d'intervention sur le temps scolaire. Et très rapidement, bien sûr, ils ont été fortement sollicités et assez rares. La plupart des plannings sont d'ores et déjà complets. Un petit mot sur l'opération Science en Bulle. Donc, c'est un partenariat avec le groupe Science pour tous du Syndicat national de l'édition, le ministère de la Culture, la conférence des présidents d'universités, l'association Art, Université, Culture et le soutien de la classe d'Aisne, avec l'édition d'un livre qui reprend un certain nombre de thèses de différentes universités de l'Hexagone et d'ailleurs. Ce petit livre est mis à la disposition, est offert pour tout achat. On a mis en place un partenariat alors avec la FNAC. Ce partenariat se poursuivra au-delà de la Fête de la Science parce que même le système de click and collect limite quand même le nombre d'acquisitions. Donc, du coup, nous avons vu avec la FNAC pour que ce partenariat se poursuive, mais pour tout achat d'un livre de science sur une sélection qui a été effectuée, ce livre est offert au public. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit, une offre numérique élargie
avec des vidéos, des webinaires, des conférences interactives, des quiz interactifs toute la semaine. Et donc, tout ce programme, vous pourrez le trouver sur fêtedelaScience.fr/Martinique ou également sur Clic des Sciences sur le site de la Fête de la Science. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Là, nous sommes en direct sur Facebook à l'heure actuelle également. La première opération dont je vais vous parler, c'est un autre webinaire. Donc, inscrivez-vous nombreux. C'est demain soir à la même heure. C'est rallumons les étoiles pour sauver la nuit. Donc, c'est une opération, c'est un webinaire qui va traiter en 2 parties de la pollution lumineuse. Donc, là encore, vous avez les liens d'inscription. Vous pouvez trouver les liens d'inscription sur la page Facebook du Carbet des Sciences et sur les sites que je viens de vous présenter. Donc, voilà pour le programme de cette Fête de la Science. Alors, je vous souhaite une bonne Fête de la Science à toutes et tous. Et j'espère que vous trouverez satisfaction à votre curiosité dans l'une ou l'autre de ces propositions. Alors, sans transition, puisque vous êtes là aussi pour ça, nous allons laisser la parole à Monsieur Jean-Philippe Claude, qui est doctorant en biogéographie, écologie et botanique appliquée, et qui va nous parler de l'écologie des rubiacées, qui est une famille des caféiers à la Martinique. Monsieur Jean-Philippe Claude a gagné le petit concours Ma thèse en 180 secondes. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bon, Jean-Philippe. Bon, d'accord. Ouais. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. J'espère que vous êtes bien assis, peut-être avec une petite tasse de café. Je vous souhaite donc la bienvenue. Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, du coup, ma présentation aura pour but de présenter un peu les caféiers à la Martinique. Donc, si vous avez un peu chaud, un peu froid, vous pouvez bien sûr vous lever, éteindre, allumer la clim ou alors fermer ou ouvrir chez vous. Mais imaginez, vous êtes figé, vous êtes une plante, vous êtes une rubiacée et vous êtes obligé de m'écouter pendant moins de 5 minutes. Imaginons aussi que nous tous ici connectés, que nous constituons ici une communauté d'espèces végétales. Mais voilà, nous sommes tous marrons et verts. Comment nous reconnaître? En plus, nous sommes tous en compétition pour l'utilisation des ressources d'Internet. Mais vous n'êtes ni rapide, ni stratège. Comment allez-vous survivre? Je pense que vous l'aurez compris, je suis doctorant en biogéographie, écologie et botanique appliquée. Je vous amène à la Martinique, une petite île de l'archipel des Petites Antilles dans la Caraïbe, une petite île de 1128 km² néanmoins, mais une île montagneuse, caractérisée par une topographie accidentée et chaotique. On y trouve des montagnes, énormément de collines et quelques plaines. Des vallées encaissées, des crêtes exposées au vent et au soleil, des pentes abruptes, bref, une hétérogénéité de types de milieux, sur lesquels vont s'installer plusieurs types de communautés d'espèces, plus d'espèces d'arbres que le continent européen réuni. Parmi ces espèces, certaines appartiennent à la famille des caféiers, la famille des rubiacées. Oui, l'arabica ou le robusta que vous buvez peut-être en ce moment ou que vous buvez peut-être le matin. Mais la famille des rubiacées, ce ne sont pas seulement que des caféiers. Vous avez le génipa, vous avez la garance. C'est plus de 13 000 espèces dans le monde. C'est la 5e plus grande famille de plantes à fleurs dans le monde, dont 89 espèces à la Martinique et seulement 2 sont endémiques de l'île. Néanmoins, la plupart poussent naturellement dans nos forêts. La famille des rubiacées n'est pas seulement connue pour sa diversité d'espèces, mais pour leur composition chimique. Riches et variées, ces espèces proposent, permettent ou offrent la possibilité de nouveaux médicaments, de la production de nouveaux médicaments. Le but de mes travaux de recherche, l'utilité de mes travaux, était donc de démontrer où poussent-elles dans nos forêts. Sont-elles abondantes? Sont-elles dominantes? Pour ce faire, avec une équipe de doctorants de l'Université des Antilles, nous sommes allés sur le terrain et nous avons réalisé des inventaires floristiques, des relevés en pleine forêt, un peu partout, au Marin, au Morne Rouge, un peu partout à la Martinique.
Et nous avons donc réalisé sur des surfaces délimitées des inventaires. Nous sommes allés compter le nombre d'individus, mesurer les diamètres, mesurer la hauteur des arbres, en utilisant bien évidemment un certain nombre d'outils, des inclinomètres, des dendromètres, des compas. Au passage, nous avons bravé néanmoins les serpents, les miguets, les cascades, les trous-maous. De retour au laboratoire avec une petite tasse de café, nous avons néanmoins appliqué des traitements mathématiques, des indices écologiques, l'indice de Shannon, de Simpson, de Sorensen, l'indice de dominance, de distribution, d'abondance. En lisant mes travaux sur Internet ou en allant à la bibliothèque, vous saurez de quoi je parle. Vous saurez que les rubiacées, cette grande famille de plantes, de génipars, de caféiers et bien d'autres, occupent plusieurs types d'habitats. On les retrouve du littoral au plus haut sommet de l'île et présentent plusieurs types physionomiques. On retrouve des herbacées jusqu'aux arbres, en passant par les lianes ou les épiphytes. C'est plus de 89 espèces à la Martinique. Par exemple, le Chimaris mimosa, le bois-rivière, un arbre imposant et majestueux qu'on retrouve dans les trouées de nos forêts ou alors en bordure de rivière, le bois-rivière ou encore le bois résolu. Toutes ces espèces ont donc des utilités pharmacologiques et tant d'autres, et donc on devrait les mettre en avant. Néanmoins, on a comme particularité le réchauffement climatique est à l'œuvre en ce moment, le climat change, les milieux sont en train de changer, et on estime en fait que tous les milieux qu'on va dire moyennement humides à humides seraient sensiblement menacés par rapport au réchauffement climatique. En revanche, les zones de milieux dits secs devraient s'étendre davantage. Autrement dit, toutes les espèces qui se retrouvent dans le nord de la Martinique, dans les milieux très humides, seraient donc menacées et rendues vulnérables, tandis que les autres espèces qu'on retrouve dans le sud de la Martinique, en milieu sec, devraient potentiellement s'étendre. D'autant plus qu'on se retrouve confronté à d'autres problématiques, telles que les espèces envahissantes. C'est-à-dire que celles-ci pourraient très bien prendre la place des espèces autochtones si on ne fait rien. Et puis, il faudrait aussi mettre en avant l'anthropisation, c'est-à-dire les activités humaines qui ne cessent de détruire et fragiliser les habitats. Voilà, il faut donc lire mes travaux très rapidement. Je vous remercie. Merci Jean-Philippe pour cette présentation. Alors, on va passer à un temps d'échange. Donc, si certains de nos conférenciers ou de nos spectateurs ont des questions à poser à Jean-Philippe Claude pendant quelques minutes, la parole est à vous. Alors, comme je le rappelle, vous avez une petite rubrique questions-réponses. Vous pouvez aussi lever la main pour demander la parole. Voilà. Alors. Voilà, nous avons une première. Alors, si je peux me permettre, Christophe, oui. J'aurais une petite question pour Jean-Philippe. Oui, vas-y, parce que là, on a une autre demande, mais je n'arrive pas à activer le micro de la personne. Mais vas-y, pose une question en attendant. Donc, c'était par rapport au fait qu'on a pas mal entendu parler ces dernières années de la réintroduction de la production du café en Martinique. Je crois que c'est le parc naturel qui fait ça avec une entreprise japonaise. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir à nouveau boire du café martiniquais? Est-ce que la Martinique est un bon lieu pour produire du café et on peut espérer en avoir prochainement? Alors, donc je vais répondre assez clairement. Il serait possible en fait de produire du café. Malheureusement, en fait, on a quand même des difficultés liées à l'environnement. Alors, pour faire du très bon café, puisqu'on parle de l'espèce Coffea arabica,
C'est la variété qui est plantée et qui permettrait de faire en fait le fameux café dont vous parlez. En fait, le café arabica a besoin de milieux extrêmement frais, donc on le retrouve essentiellement sur les hauteurs, sur les plus hauts sommets, mais néanmoins ne supporte pas le surplus d'eau, si l'on peut dire. C'est-à-dire que l'espèce a des exigences écoclimatiques. Il ne faut pas qu'on dépasse 2500 à 3000 mm d'eau annuelle. Autrement dit, cela limite en fait les zones à la Martinique où on peut faire du très bon café, mais c'est quand même possible sur plusieurs hectares. Merci. Monsieur Moïse Manoël, on vous a activé votre micro. Très bien, parfait. Moi, ma question, en fait, c'est au début, ça portait sur les impacts ou les opportunités concernant l'agriculture en Martinique. Je crois que tu viens d'y répondre. Donc, moi, je vais poser une question plus géographique cette fois-ci. Quid en termes de concurrence entre les espaces, sachant que la Martinique, c'est quand même une île avec un relief extrêmement accidenté. C'est une île quand même assez urbanisée. Il y a une partie quand même de l'urbanisation qui est dévolue au tourisme. Donc ça aussi, ça occupe quand même pas mal d'espace. En même temps, il faut aussi nourrir un peu la population. Donc du coup, je vais orienter ma question à la fois sur les espaces en concurrence et le développement durable. Et donc du coup, quelle place peuvent avoir les rubiacées en termes d'occupation d'espace en Martinique, quelle place peut être dévolue à cette agriculture-là, sachant qu'il y a déjà d'autres espaces qui sont dévolus à d'autres types de production. Est-ce que ce serait plus pour une consommation interne à la Martinique, ou est-ce qu'à la limite ce café serait plus orienté vers l'exportation? Et enfin, quid du développement durable dans tout ça, puisque ça a l'air d'être une plante assez, ça a l'air d'être une famille de plantes assez fragiles. Et donc, quid du développement durable entre les enjeux économiques tournés vers le tourisme et avec une urbanisation qui grignote sur les terres agricoles, et puis le développement agricole peut-être de l'intérieur du territoire. Donc, est-ce que tu peux répondre à ça si ma question n'est pas trop confuse? Oui, je peux. Okay. Alors, je vais essayer de faire une réponse assez claire et simple. Concernant les rubiacées cultivables, c'est-à-dire les espèces qu'on peut cultiver, notamment les caféiers, parce qu'il faut savoir que les rubiacées, il n'y a pas que des caféiers. La Martinique dispose en fait de 3 espèces qui ont été introduites à partir de 1720 et au fur et à mesure, le Coffea arabica, le Coffea canephora et le Coffea liberica. L'espèce qui est la plus recherchée pour son goût aromatique et qui est la plus appréciée au monde, c'est le Coffea arabica. Le but de la Martinique n'est pas de concurrencer en fait d'autres espaces qui ont des hectares, ne savoir que faire. En fait, ce qu'on peut développer, c'est un produit de luxe. C'est par rapport à la légende. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la Martinique a été la première île de ce qu'on appelle le Nouveau Monde à avoir accueilli les grains de café à partir de 1720. Je n'aurai pas le temps de faire toute la période historique, de rappeler un peu et en citant des anecdotes. En 1720, les premiers grains de café arrivent à la Martinique grâce à Gabriel de Clieux. Et à partir de la Martinique, vont se diffuser les grains de café dans toute la Caraïbe. Donc, autrement dit, le Blue Mountain qu'on retrouve à la Jamaïque aujourd'hui, ou encore d'autres exploitations de café dans le monde, sont issus des grains de café qui sont arrivés à la Martinique. Donc, le but, en fait, c'est de relancer la culture du café sur quelques hectares et de vendre, en fait, le fameux café Martinique à partir des pieds d'Arabica que l'on retrouve à la Martinique. C'est ça le but du projet et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer le territoire. Alors, étant donné qu'on ne peut pas planter de l'arabica sur des grandes surfaces comme des pays concurrents tels que le Brésil, il s'agira essentiellement de cultures complémentaires par rapport à ce qui se fait déjà et pour les agriculteurs. Et concernant les autres rubiacées, il faut savoir en fait de manière générale qu'en Martinique, sur les 3000 et quelques espèces que l'on retrouve, les espèces végétales, il y a plus de 1500 qui sont en fait des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de leur composition chimique, de leurs utilisations, de leurs usages. Après, le but n'est pas non plus de vendre, si on peut dire, notre patrimoine.
voilà, j'ai essayé de faire au plus simple. Donc, il s'agit vraiment de culture du café en complément de d'autres cultures qui existent déjà, c'est-à-dire sous des terres agricoles déjà dévolues à ces utilisations. Enfin, j'ai essayé de faire simple. Merci Jean-Philippe. Alors, il y a une question ouverte par écrit. Existe-t-il des études comparatives avec d'autres îles de la Caraïbe? Alors, je suppose que c'est concernant le café toujours, des études comparatives. Donc, mes travaux de mémoire ont porté, mon travaux de master en 2015 ont porté sur la culture du café à la Martinique. Et donc, j'ai pu sortir des cartes SIG, des zones qui seraient propices à la culture du café à la Martinique. Mais il faut savoir que je me suis appuyé sur des études qui sont déjà réalisées. Vous avez énormément de publications scientifiques, notamment par les scientifiques cubains à Cuba, au Brésil, en Éthiopie, où vous pouvez très facilement avoir des informations concernant les différentes espèces de caféiers qui sont cultivées, parce que sur les 100 espèces, il y a plus d'une centaine d'espèces de caféiers qui existent dans le monde, mais seulement 3 espèces sont cultivées avec leur variété, l'arabica, le canephora et le libérica. Ensuite, vous pouvez avoir des informations dans la littérature scientifique concernant les exigences écologiques de ces espèces, où elles sont cultivées, quelles sont leurs importances, etc. Donc, oui, il existe des études assez accessibles au grand public. Alors, il a complété sa question. Il dit qu'il ne parlait pas seulement du café, mais des rubacées en général. D'accord. Alors, concernant les rubiacées, alors c'est la première fois, puisque je suis en train de faire une thèse que j'ai déjà soumise, j'espère soutenir à la fin de l'année. Donc, c'est la première fois qu'il y aura une thèse concernant une famille de plantes, les rubiacées, à la Martinique. Ça ne veut pas dire, en fait, que dans le monde scientifique, il n'y a pas d'autres études. Vous pouvez retrouver des études menées concernant la famille des rubiacées dans d'autres pays dans le monde. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas à lever la main pour demander la parole ou utiliser le petit item questions-réponses en bas de votre écran. Alors, si je peux rajouter en attendant une question, de manière à enrichir un peu le débat, il faut savoir que lorsque je parle des rubiacées, en fait, plus généralement, en fait, on parle de famille des caféiers, mais il faut savoir que dans les rubiacées, vous avez par exemple le Genipa americana. Vous avez la baie de Genipa, la baie de Fort-de-France. Le Genipa americana est une rubiacée et qui était utilisée par les Amérindiens pour la teinture noirâtre qu'on pouvait obtenir à partir des fruits. Donc, vraiment, les rubiacées, ce ne sont pas que des caféiers. C'est vraiment une grande famille de plantes à fleurs dans laquelle on retrouve les caféiers, le Genipa americana, le tamarin, pas n'importe quelle espèce, et bien d'autres. Voilà. Bien, merci Jean-Philippe Claude pour cette présentation et merci pour votre participation à la Fête de la Science. Merci beaucoup. On va passer à la doctorante suivante. Je vais remettre mon partage d'écran. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Audrey Pastel, qui est doctorante en aménagement du territoire et qui va intervenir sur le thème « Aménager durablement le littoral ». Elle m'a… Bon, ben voilà, aménager durablement le littoral martiniquais face à l'élévation du niveau de la mer. Pardon, j'étais trop rapide. C'est pas grave. Pardon. C'est pas grave, c'est bon. Oui. Bonsoir à tous. Alors, si je vous dis Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, je suis sûre que vous avez tous imaginé de vastes plages de sable fin. Ça fait rêver, hein? Et pourtant, la situation est vraiment différente aujourd'hui. Imaginez plutôt des plages minuscules, des quartiers engloutis. Tout de suite, ça fait beaucoup moins rêver. Et pourtant, depuis 50 ans, les côtes de la Caraïbe ont totalement été transformées et ça risque de s'aggraver. Des experts du monde entier ont expliqué que l'élévation du niveau de la mer, une des conséquences du réchauffement climatique, est en train de s'aggraver. Le niveau marin pourrait atteindre 80 voire 110 cm
à l'horizon 2100. Ça paraît peu et pourtant, si on revient sur le changement climatique, c'est aussi l'intensification des cyclones ou l'accélération de l'érosion, elle-même favorisée par l'urbanisation importante des littoraux. Et si on cumule tout ça, ça signifie qu'on pourrait perdre jusqu'à 5% du territoire martiniquais à l'horizon 2100. Quand on sait que la plupart de nos poumons économiques se trouvent principalement là où l'eau va monter en premier, on comprend qu'il faut agir et vite. Dans mon travail de recherche, ma principale question est de savoir dans quelle mesure l'élévation du niveau de la mer nous oblige à réaménager l'espace pour pouvoir continuer à vivre dans les meilleures conditions sur nos îles paradisiaques. Mais le changement climatique, le réchauffement en cours, est le fait de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Ça signifie qu'en fait, l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre et que la principale incertitude est de savoir à quelle vitesse et à quelle amplitude. Il s'agit donc d'anticiper dès aujourd'hui pour ne pas être submergé par les problèmes demain. Croyez-moi, on est déjà en retard. Grâce à la cartographie et à la modélisation 3D, j'essaye d'évaluer les impacts réels de l'élévation sur les territoires. Et ensuite, l'autre question est de savoir comment nos territoires se préparent. Donc pour cela, j'interroge les techniciens des collectivités territoriales. J'essaye de savoir si les outils et les méthodes qu'ils utilisent sont cohérents par rapport aux défis qui sont les nôtres. Je questionne également les élus pour savoir quelles sont les stratégies qu'ils comptent mettre en place. Et j'interroge également la population pour savoir quelle est sa sensibilité, quelle est sa perception de ce risque. Dans mon travail de recherche, je compare également les différentes stratégies mises en place sur les différents territoires. Il y a certaines communes, comme la ville de Fort-de-France par exemple, qui se lancent, pour lesquelles la redynamisation des centres-bourgs est essentielle, puisqu'historiquement, c'était les poumons de nos sociétés. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable pour des villes côtières qui connaîtront au fur et à mesure de plus en plus de phénomènes de submersion? Il y a d'autres communes pour lesquelles on envisage plutôt de déplacer la population, mais il peut y avoir des résistances. D'ailleurs, seriez-vous prêt, vous, à vous déplacer, à quitter la maison familiale et puis vous déraciner pour aller où? Est-ce que le fait de mettre en sécurité la population justifie que l'on ouvre à l'urbanisation des espaces forestiers ou des espaces agricoles qui sont justement eux aussi nécessaires à notre survie? Et finalement, que deviendrait aussi le tourisme si les vastes plages qui font le charme de notre destination s'amenuisent de plus en plus? Voilà un peu le flot de questions à prendre en compte dans l'élaboration de stratégies de territoire. Mais une chose est sûre, c'est que de tout temps, les hommes et les femmes se sont toujours adaptés à leur territoire, à leur environnement. Donc la question de l'élévation du niveau de la mer est certes un sujet complexe, mais il n'y a pas de défi que l'homme ne puisse pas relever. Donc ici, en Martinique, comme partout dans le monde, nous devons nous dresser pour pouvoir relever ce défi. D'ailleurs, je suis persuadée que c'est la combinaison de nos énergies et de nos compétences qui nous permettront de trouver les solutions les plus adaptées à notre réalité territoriale. Mais pour ça, chacun de nous doit se mobiliser. Donc j'espère que vous êtes déjà prêts. Le défi est lancé. Merci. Merci Audrey pour cette intervention. Donc, comme pour Jean-Philippe Claude, Audrey, est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Je partage, oui. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette problématique de l'érosion littorale et de l'aménagement du territoire, c'est maintenant. Audrey est à votre disposition pendant quelques minutes. Alors moi, j'ai juste une petite question, Audrey. Alors, ce n'est pas tout à fait sur ton sujet, mais est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es venu aux sciences, quelle a été ta démarche, ta passion, enfin ce qui est devenu aujourd'hui une passion, parce que pour être
doctorant et travailler des heures et des heures sur un sujet, il faut être passionné. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, je dirais que je suis curieuse, très curieuse. J'ai toujours aimé savoir comment les gens vivent un peu partout dans le monde. Donc, c'est vrai que j'aime bien voyager, j'aime bien observer, j'aime bien questionner les gens directement. Et c'est comme ça que j'ai finalement... au début, je ne savais pas ce qu'était le métier d'urbaniste, parce que je suis urbaniste. Je savais juste que je voulais travailler sur l'évolution des villes et travailler avec toutes les personnes qui réfléchissent sur les meilleurs moyens de pouvoir améliorer la vie des gens. Et plus particulièrement pour mon sujet de thèse, il y a différentes thématiques qui sont intéressantes. Il y a plein de défis à relever en même temps. Mais c'est vrai que la question de l'eau m'a toujours intéressée. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que l'eau était à la fois pouvait relever beaucoup permettre beaucoup j'allais dire de potentiel, c'est pas le mot, mais vous aurez compris, je pense. Et en même temps peut vraiment être très dommageable à certains, si on ne sait pas la maîtriser ou si on ne sait pas s'adapter à toutes ces évolutions-là. Ok, merci Audrey. Alors nous avons plusieurs questions là, qui sont apparues. Est-ce que des politiques préventives ont été mises en place par des municipalités? Et si tu en as connaissance, lesquelles? Alors, face à cette problématique d'érosion littorale. Voilà, en fait, aujourd'hui, à l'échelle de la Martinique cumule tous les risques naturels possibles, sauf le risque d'avalanche. Donc, il y a toujours eu des politiques il a toujours été question de gestion de tout ce qui est érosion marine et submersion marine. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de politique avec la notion d'adaptation au changement climatique, adaptation à l'élévation du niveau de la mer, par exemple. Alors, une autre question, tu as un petit peu répondu. Il n'y a pas réellement donc, de politique pour l'instant, puisqu'on demandait, pensez-vous que la stratégie actuelle des autorités martiniquaises soit en adéquation avec l'enjeu présenté? Je dirais que c'est tout le défi de ma thèse, c'est de justement mettre en avant tout ce qui a déjà pu être fait et qui va dans cette direction. Je pense que il n'y a pas forcément de politique d'adaptation, mais il y a sûrement des éléments qui permettent d'aller quand même dans cette direction. Et voilà. D'accord, merci. Alors, il y a plusieurs questions qui sont apparues là. Plusieurs de nos participants s'interrogent s'il y a une réflexion commune des îles de la Caraïbe sur le sujet. Est-ce qu'il y a une concertation caribéenne sur cette problématique, puisque c'est vrai que c'est une problématique qui va toucher tout l'arc antillais? Les différents organismes régionaux, à l'échelle de la Caraïbe, mettent en avant le risque comme un élément fondamental. Effectivement, il y a dans les différents pays, il y a différentes stratégies qui sont mises en place et justement la comparaison avec d'autres territoires peut être intéressante puisqu'on a exactement les mêmes problématiques, mais pas forcément les mêmes outils qui sont déployés pour pouvoir répondre à ces mêmes problématiques. Donc, il y a des réflexions avec d'autres territoires. D'accord, merci. Alors, je regarde les questions qui sont arrivées. Y a-t-il des propositions d'adaptation à l'augmentation du niveau de la mer dans d'autres îles de la Caraïbe, autres que francophones? Bon, ça rejoint un petit peu la question que tu viens de traiter. Oui, en fait, il y a d'autres territoires de la Caraïbe qui ont des stratégies très poussées sur ces questions-là. Après, c'est toujours dans la mise en œuvre qu'il peut y avoir des difficultés. Pour rentrer vraiment dans le... D'accord. Il y a une question de Jean-Philippe Claude.
Oui, en fait, je connais très bien Audrey. En fait, je voulais juste ajouter qu'il est nécessaire en fait de protéger nos mangroves en fait, qui peuvent constituer des zones tampons. C'est-à-dire qu'une mangrove qui est parfaitement sauvegardée avec la succession de toutes les espèces qu'on retrouve dans une mangrove peut servir de zone tampon en fait. Donc, ce serait une piste à envisager et urgemment. Voilà. Totalement. Alors, autre question, la Martinique dispose-t-elle aujourd'hui d'un ensemble officiel de documents et images d'archives illustrant l'évolution du littoral sur ces dernières années? Alors, en fait, il y a une… Et juste, Audrey, je t'en pose une autre dans la foulée. Cette problématique de l'érosion littorale peut-elle entraîner une réforme de la loi sur les 50 pas géométriques? Si le littoral recule… Forcément. Alors, je vais répondre à la deuxième. Ça, c'est une grosse question, puisqu'effectivement, le périmètre même des 50 pas géométriques dépend de la limite entre la terre et la mer. Donc, forcément, s'il y a un déplacement du trait de côte, ça veut dire qu'il devrait y avoir déplacement de ce périmètre. Mais en fait, toutes ces questions-là sont en cours de discussion, de réflexion. Voilà. Mais c'est vraiment une grosse problématique. Et pour ce qui est de l'ensemble des documents et archives disponibles, en fait, il y a beaucoup de documents, mais qui sont vraiment éparpillés. En fait, il y a des études qui ont été faites par les différents organismes, que ce soit dans les différentes collectivités, par les bureaux d'études. Il y a aussi effectivement des documents aux archives, mais c'est vraiment éparpillé. Bien, merci Audrey. Il me semble qu'il n'y a plus de questions. Je regarde si personne ne lève la main. Bon. Merci Audrey Pastel pour cette… Ah, Élodie. Bon, merci Audrey pour cette participation. J'ai posé une question via le chat. Je me demandais si elle faisait pour son étude, si tu faisais des enquêtes auprès des municipalités et des autres institutions. Et donc, est-ce qu'elles te font un accueil favorable, positif ou pas lors de tes démarches? Oui, totalement. Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ne sont pas concernées. Quand je dis pas concernées, c'est qu'elles pensent qu'elles n'auront rien à m'apporter comme réflexion par rapport à mon sujet. Et finalement, au cours de la discussion, elles se rendent compte que finalement, elles sont totalement concernées dans leur travail et ça ouvre vraiment les discussions. Donc oui, totalement. Même quand initialement, les personnes qui doivent me recevoir me disent qu'elles ont peut-être 10 minutes à m'accorder parce que mon sujet ne les concerne pas. Finalement, on peut passer plusieurs heures à discuter. Donc oui, j'ai un accueil plutôt favorable, oui. Merci. Merci Audrey, merci pour cette participation. Donc nous continuons notre webinaire de lancement avec la participation d'Élodie Drané. Alors c'est une participation particulière puisque Élodie Drané, c'est aussi ambassadrice de la Fête de la Science 2020. Donc, Élodie a soutenu sa thèse en décembre 2019 à l'Université des Antilles. Elle s'est spécialisée en phytochimie durant son doctorat, donc c'est la chimie des végétaux, et en ethnobotanique, c'est l'étude des relations entre l'homme et les plantes. Et donc, elle a acquis une solide expérience en conduite de projet au fil de ses études et de ses travaux. Et ce soir, donc Élodie Drané, qui est docteur donc maintenant en ethnobotanique et phytochimie,
va nous parler l'étude ethnopharmacologique des plantes locales. Faut-il chercher à révéler tous leurs mystères? Voilà. Donc, je laisse la parole à Élodie. Merci Christophe. Alors, bonsoir à tous. Et merci au Carbet des Sciences de me donner la parole à l'occasion de cet événement incontournable qui est devenu la Fête de la Science. Le Carbet des Sciences est une association qui est extrêmement dynamique et qui a fait beaucoup pour l'éveil et la culture des jeunes martiniquais, entre autres. Et c'est donc un honneur pour moi d'être l'ambassadrice de la Fête de la Science cette année. Nous célébrons la Fête de la Science alors que les sciences sont bien malmenées aujourd'hui. La parole des scientifiques est sans cesse contestée par les fake news et les campagnes de désinformation qui sont véhiculées par nos réseaux, par nos médias, malheureusement, et c'est bien regrettable. Donc, merci encore au Carbet des Sciences de pérenniser en Martinique cet événement grand public qui rend hommage à la science. Alors, l'homme et la nature, c'est le thème de cette année. Il est au cœur de notre actualité, puisqu'on en a parlé plus tôt. Hein. Si nous connaissons aujourd'hui l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, c'est bien à cause de la perturbation de leur environnement, à ces maladies, leur environnement naturel. Donc, je m'explique. Ce n'est pas moi, bien sûr, qui le dis, ce sont les épidémiologistes, les virologues, les écologues. La déforestation, l'élevage intensif dont les animaux peuvent servir de pont avec l'humain, la fragmentation des milieux naturels et le changement climatique modifient l'équilibre entre les espèces. Alors, finalement, qu'il vienne d'une chauve-souris ou qu'il ait transité par un pangolin, le coronavirus n'est que le début et ce n'est que le début d'autres pandémies, d'autres zoonoses qui pourraient venir s'étendre sur la planète. Donc, finalement, qui sait ce qu'on va retrouver lorsque le permafrost aura fondu, lorsque toutes les forêts tropicales auront été exploitées et que leurs hôtes auront été chassés? Personne ne le sait, c'est vraiment difficile à évaluer. Vous connaissez peut-être la fable de la cigale et de la fourmi. La cigale est celle qui, pendant l'été, a chanté sans se préoccuper de l'avenir. Alors, est-ce que nous serons des cigales ou des fourmis? La question se pose aujourd'hui. Je pense qu'il faut se la poser. Pour parler de choses plus gaies, donc, je tiens à partager mon expérience de thèse avec vous. Cela fait bientôt 2 ans, comme disait Christophe, que j'ai soutenu ma thèse sur le campus de Schellcher devant un jury composé de phytochimistes, de biochimistes et de biologistes. Quand j'ai quitté Montpellier, où j'enseignais les biotechnologies aux lycéens et que je suis arrivée au laboratoire, la médecine par les plantes était très en vogue. Les gens étaient très enthousiastes. Quand je parlais de mon sujet de thèse, ils me demandaient sur quelle plante je faisais mes recherches. Ils pensaient sûrement connaître la plante. Moi, ils pensaient à l'atoumo, les feralgan, le doliprane, le guéritout, zeb maltète. Et non, moi, je répondais cela nutristé par le nom scientifique de la plante. Les gens étaient bien sûr déçus que je donne le nom scientifique et pas le nom vernaculaire. Aussi, donc, je finissais par leur dire bois caca. Alors là, bien sûr, les réactions, c'était souvent ah non, je ne connais pas cette plante-là. Sous-entendu, la honte de travailler sur une plante qui porte un nom pareil. D'autres rigolaient carrément, ils me disaient où est-ce que tu as été chercher ça? Bon, finalement, ce sont mes encadrantes de thèse qui m'ont convaincue que cette plante recelait plein de mystères et de propriétés qui ne demandaient qu'à être découvertes, et elles avaient bien raison. L'aventure de la thèse a pu commencer. J'arrivais en terrain presque vierge, puisque l'espèce n'avait quasiment jamais fait l'objet de publication. Une thèse de phytochimie à Trinidad. Et grâce à la coopération entre les 2 universités, l'Université des West Indies et l'Université des Antilles, j'ai pu l'obtenir. Au fil de mes lectures, je me suis aperçue que l'espèce n'avait été identifiée que dans la région des Petites Antilles et au sud de l'arc antillais,
sur le plateau des Guyanes, à Trinidad et en Martinique. Cela expliquait donc pourquoi j'avais du mal à trouver de la documentation. Alors après avoir récolté des informations de terrain pour savoir où pousse la plante et comment elle est utilisée en médecine traditionnelle, j'enfile ma blouse de laboratoire et je commence les extractions et les purifications des composés de ma plante. Ce fut là le début d'un travail long et passionnant, avec des joies et des déceptions. On n'imagine pas à quel point la composition chimique d'une plante est étendue et complexe. Finalement, en se basant sur des informations chimio-taxonomiques, après de multiples purifications, j'ai pu caractériser par un couplage de deux techniques, la chromatographie et la spectrométrie de masse, une vingtaine de molécules, dont une nouvelle pour la science. En réalité, ça représente une toute petite partie de ces constituants. En fait, les plantes renferment chacune des centaines de molécules différentes à des proportions plus ou moins grandes qu'il est plus ou moins facile d'extraire et de caractériser. Forte des indices que j'avais collectés sur le terrain, qui indiquaient son utilisation pour le traitement des calculs rénaux, et après avoir lu beaucoup d'articles sur les calculs et sur les lithiases, calculs ou lithiase rénale, je cherche à évaluer cette propriété au laboratoire en adaptant des méthodes et des expérimentations tirées de la bibliographie pour faire de la cristallisation in vitro et pour tester les extraits sur de vrais calculs rénaux qui m'avaient été généreusement envoyés par le spécialiste français des calculs rénaux à l'hôpital Necker. Donc, mes extraits de plantes étaient en effet capables de... Enfin, en effet, non, parce qu'on n'en sait rien quand on se lance dans l'expérience. Mais mes extraits de plantes étaient capables de ralentir la cristallisation d'oxalate de cassiol, donc le constituant des calculs rénaux, et avaient un effet sur leur dissolution. Donc voilà, j'étais contente, Eureka. Toutefois, ce n'est pas moi qui vous conseillerais d'aller boire comme ça une infusion de bois caca pour traiter vos calculs. Les gaz alcaloïdes qu'elles peuvent contenir peuvent être toxiques pour l'homme. Donc voilà, il vaut mieux avoir la posologie pour s'en servir. Alors, il y a encore beaucoup d'analyses à faire, à mener. Ça peut durer des années avant de pouvoir obtenir de mettre au point une fameuse posologie qui permettrait de guérir les calculs rénaux avec le bois caca. Mais pour parler de manière plus générale, les études ethnopharmacologiques sont, à mon avis, très importantes parce qu'elles peuvent être des alternatives à l'industrie médicamenteuse et qu'elles peuvent stimuler la recherche médicale en identifiant de nouvelles molécules actives. Pendant mon enquête ethnobotanique, j'ai rencontré des gens qui étaient réticentes à dire ce qu'elles savaient des utilisations des plantes. Mais aujourd'hui, il me semble que cette réticence n'a plus vraiment lieu d'être parce qu'il existe des textes pour protéger les savoirs traditionnels. Un des textes fondateurs, c'est la Convention de la diversité biologique à Rio en 92. Elle est appliquée en France et ailleurs dans le monde. Donc, tout est d'être vigilant sur l'utilisation de ces savoirs et de continuer à recenser les plantes et leurs utilisations. Donc pour moi, les deux médecines peuvent coexister et même l'une peut pallier aux lacunes de l'autre. L'autre raison pour laquelle il faut continuer nos études ethnopharmacologiques, c'est parce qu'il faut les étudier avant que leur objet, donc les plantes, ne disparaissent. En effet, on en a suffisamment parlé, je pense, dans les présentations et interventions précédentes. Avec le changement climatique, il faut s'attendre à ce que les écosystèmes soient bouleversés et à ce que des espèces, les espèces qui s'y développent, s'adaptent ou disparaissent. Ça, l'avenir nous le dira. Donc, pour en revenir donc, au thème de cette fête de la science, il faut se rappeler que l'homme et la nature ont entretenu des relations étroites pendant très longtemps, pas que pour se soigner, mais aussi pour se vêtir, pour se nourrir, pour construire, pour se déplacer. Saviez-vous, par exemple, que les dénominations vernaculaires sont des vestiges de cette relation? Je peux vous donner l'exemple en Martinique des Mao qui désignent à la fois des cordages pour attacher les chargements des bêtes
et les espèces végétales qui permettent de fabriquer ces cordages. Nos civilisations aujourd'hui ont évolué et nous nous sommes détournés des usages traditionnels. Nous avons imaginé que notre dépendance vis-à-vis des ressources naturelles diminuerait, qu'elles étaient inépuisables et gratuites, ces ressources. Eh bien, aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est faux. Nous sommes toujours aussi dépendants. Plus grave, nos modes de vie sont menacés par l'appauvrissement du sol, par la diminution de la disponibilité de l'eau potable, par les grandes sécheresses, par l'érosion de la biodiversité. Alors, évitons de nouvelles désillusions. La nature a encore énormément de choses à nous enseigner. Aussi, il nous faut la préserver et l'étudier avec respect, plutôt que de chercher à la maîtriser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse passer aux questions. J'espère qu'il y en a. Merci à toi, Élodie. Donc, même consigne, vous pouvez, à nos spectateurs, vous pouvez lever la main pour prendre la parole, utiliser la petite rubrique questions-réponses en bas de votre écran. Alors, on a une question de Monsieur Charles Cabrera. Donc, Monsieur Cabrera, vous pouvez réactiver votre micro normalement maintenant. Voilà. Oui, c'est sûrement une question très bête, hein? Mais est-ce qu'on peut trouver dans la nature des rapports avec la politique? Intéressant comme question. Et difficile aussi d'y répondre. Je pense que Audrey Pastour pourrait... elle nous a donné un peu des éléments de réponse. Il faut apprendre à vivre avec et à étudier la nature avec respect. Et donc, voilà, pour ça, la réglementation, la législation peut être utile pour codifier un peu, parce que pour éviter les excès et les abus. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ne serait-ce que, voilà, les parcelles qu'on peut défricher tout bêtement, hein, qui est assez proche de chez nous. Je pense que vous avez... il y a des parcelles qu'on peut défricher ou pas, parce qu'elles sont protégées par un arrêté. Voilà, donc la loi, ça commence, la politique... la loi. Alors, j'ai parlé de loi alors que de juridique, alors que vous parliez de politique. Alors, Élodie, nous avons deux questions. Je te les pose. Enfin, trois questions là, qui viennent d'arriver sur le chat. Alors, existe-t-il un guide des usages thérapeutiques des plantes locales? Oui, bien sûr. Alors, il y a un guide qui a été édité par la Tramil, qui a été conçu, réalisé par la Tramil, qui est l'association caribéenne sur les plantes médicinales, une association qui comprend des pharmaciens, des ethnopharmacologues, des médecins. Et eux, ils ont édité une espèce de bible des plantes médicinales de la Caraïbe. Donc, après avoir fait une enquête, avoir fait des tests au laboratoire, une enquête qui permettait de connaître les usages, sélectionner donc, ceux qui revenaient le plus, et ensuite tester au laboratoire si cet usage était à recommander ou pas. Donc, moi, je vous conseillerais. Alors, je sais qu'il est accessible aussi en ligne. Voilà, vous pourriez le consulter. Alors, autre question.
Alors, autre question, oui. Bonsoir, j'avais cru comprendre qu'il nous serait interdit de continuer à cultiver chez nous et consommer les plantes médicinales de notre traditionnel jardin créole. Est-ce vrai? Ben, non, là, c'est encore, je pense, un exemple de fake news. C'est pour l'usage personnel, donc on peut cultiver ce qu'on veut. Non, il n'y a pas de raison de penser ça. Est-il possible que les plantes soient une solution à la crise sanitaire que nous traversons actuellement? Ben, je pense voilà, je pense qu'il y a peut-être des travaux en cours là-dessus dans le monde, c'est sûr même, parce que voilà, les plantes renferment plein de molécules qui peuvent avoir un effet sur les virus, et donc oui, sûrement, il y a des recherches en cours là-dessus dans le monde. Et oui, ça pourrait être une solution, mais bien sûr, c'est comme pour toutes les analyses et l'industrie du médicament, la recherche pharmaceutique, ça prendra du temps avant de pouvoir être mis au point, ce fameux remède. Donc, la meilleure solution pour le moment, je pense que c'est de prévenir, c'est la prévention. Voilà. Mais les plantes, oui, peuvent renfermer la solution à ce problème de Covid. Alors, une information, on nous informe que la CTM a produit un livret au début de la pandémie à partir des plantes locales en Martinique. Donc voilà, c'est une information qu'un de nos spectateurs nous apporte. Où trouve-t-on le bois caca en Martinique? Est-ce une espèce rare endémique? Oui, alors oui, le bois caca, c'est une espèce endémique. Enfin, endémique, tout est relatif, hein. C'est-à-dire qu'elle ne pousse, on la trouve qu'elle a été signalée qu'en Martinique, à Trinidad et Venezuela, donc vraiment le sud de l'arc antillais et le plateau de Guyane. Donc c'est assez limité. J'ai pas suivi la question, j'étais en train de lire en fait, et du coup, je sais plus. Et en Martinique, on peut la trouver, c'est Solanum triste, donc une espèce de la famille des Solanacées, une famille très connue qui a donné l'aubergine, la tomate. Et donc ici, moi, je la récoltais aux prêcheurs. On a beaucoup aux prêcheurs, mais sinon, ça pousse surtout dans les zones un peu humides et voilà, dans les montagnes. Voilà. Alors, c'est une question qui est posée un peu pour Élodie, mais Jean-Philippe pourra peut-être intervenir aussi. Pourquoi ne pas appliquer la phytochimie aux différents caféiers avant de les exploiter? Il me semble en effet que certains caféiers ont des substances toxiques qu'il faudrait éviter d'ingérer. Alors, moi, je pense que des travaux sont menés, c'est même sûr, ont été menés sur le café, sur le fruit comme les feuilles. Alors, est-ce que des caféiers ont des substances toxiques? Je ne sais pas, il faudrait peut-être en demander à Jean-Philippe. Mais en tout cas, dans les graines de café, dans le fruit, je veux dire, il est consommé, donc a priori, ouais, peut-être certains caféiers en contiennent, mais je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je n'y connais pas trop en rubéacée. Alors, je peux y répondre. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Jean-Philippe. D'accord. Alors, concernant certaines rubéacées, notamment les caféiers, vous vous doutez bien que ça fait plusieurs siècles que les caféiers sont utilisés. Donc, leurs compositions chimiques sont déjà établies. Donc, effectivement, il y a énormément de molécules dans les caféiers et sont utilisées notamment dans l'alimentation. Donc, par contre, si vous prenez d'autres rubéacées, telles que les psychotria, alors je sais que le nom scientifique ne vous parlera pas trop, mais il y en a beaucoup autour de vous lorsque vous vous promenez dans le sud de la Martinique ou juste sur des chantiers de randonnée, vous aurez des psychotria qui, par contre, sont des espèces qui peuvent être très toxiques. Certaines espèces de rubéacées sont connues en Afrique pour tuer le bétail, c'est-à-dire que pendant de longues années, on ne savait pas en fait pourquoi le bétail il y avait des espèces qui mouraient et on s'est rendu compte que certaines rubéacées avaient des molécules très toxiques. Donc, du coup, vous avez des rubéacées qui ont des usages alimentaires, oui, et puis il y en a d'autres qu'il ne faut surtout pas, ou en tout cas, il faut éviter de les consommer.
Alors, je profite pendant que j'ai la parole. J'avais simplement une remarque. Je vais essayer d'être assez court. En fait, c'est au grand public qui nous écoute, il faut absolument qu'on ait tous un acte citoyen. Vous savez que la biosphère a évolué et puis encore évolué sans l'homme. Par contre, nous ne pouvons pas continuer, perdurer sans la communauté végétale. Donc ça, c'est très important. Et il faut savoir qu'en Martinique, nous faisons partie d'un hotspot qui est la Caraïbe, c'est-à-dire un point chaud où sur de très petits territoires, vous avez une diversité végétale très importante. Vous vous promenez simplement à la forêt, mon travail à Saint-Clus, vous vous promenez au Mornaka ou au Montgomery, au Marin, un peu partout. Sur quelques mètres, vous avez une telle diversité, vous pouvez vous amuser si vous connaissez. À compter, vous pouvez passer de 30, 40, 50 espèces et ça peut monter très vite. Donc, les plantes peuvent nous servir pas seulement pour nous soigner, mais elles ont aussi d'autres utilités. Notamment, elles peuvent permettre de retenir les sols en cas d'érosion. Donc, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'usages et il y a un intérêt à préserver nos forêts. Et ça passe tout simplement par, selon moi et selon ce que j'apprends, il faudrait vraiment qu'on puisse développer la formation au grand public. C'est-à-dire que les personnes, les locaux surtout, connaissent davantage leurs plantes. Savoir un peu en bordure de plage, quelles sont les différentes espèces que vous pouvez retrouver. Ça, ce serait intéressant que vous puissiez participer. Il y a des écoles de botanique, il y a des formations à l'université et ce serait intéressant que la population connaisse davantage leurs plantes. Et pour terminer, il y a aussi des usages qui perdurent, mais là, je ne suis pas spécialiste. C'est une autre doctorante qui travaille sur l'espèce envahissante, mais la petite citronnelle qui est très utilisée chez nous est une espèce envahissante. C'est-à-dire qu'il suffit que vous alliez à un endroit et que vous créiez une trouée, vous allez favoriser des espèces envahissantes au détriment des espèces autochtones. Donc, on a aussi une grande part, chacun d'entre nous, dans la préservation de la biodiversité, et pour plusieurs raisons. Voilà. Du coup, Jean-Philippe, je rebondis par rapport à ta question, enfin, ton intervention là à l'instant. Tu disais qu'il y a une plante, une rugacée, qu'on trouve au bord des routes, qui est toxique, qui contient des substances toxiques. Parce qu'en fait, est-ce que cette plante, le risque, c'est quand la plante, elle ressemble à une plante qui est commune et comestible. Donc, est-ce que c'est le cas pour cette plante-là ou est-ce que c'est non? Non, en fait, la plupart des cafés sont appelés des cafés bois, c'est-à-dire que ça donne des très petits fruits, en fait. Je pense pas que, enfin, on ne sait jamais, qu'on sera attiré par cette plante par rapport à sa physionomie, mais généralement, ce sont des petits arbrisseaux qu'on retrouve, parce que les rubiacées, ce sont des espèces de sous-bois des forêts. Donc, en vous promenant, vous pouvez très bien trouver ces espèces et qui ressemblent à des très petits arbrisseaux, mais qui ressemblent pas forcément à des espèces communes. Ok, donc pas de risque. Voilà. Par contre, si on prend une autre famille de plantes, les myrtacées, vous avez en général, les myrtacées, ce sont des fruits comestibles. Mais généralement, il vaut mieux ne pas s'y risquer et davantage demander à un spécialiste. Ok. Ok. Oui, nous avons une question. Alors, monsieur Bertrand Gautin, voilà. Monsieur Gautin, vous pouvez, votre micro a été activé. Bonsoir. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Bonsoir oui, c'est bon. Ok, super. Alors, oui, une question pour Élodie et aussi Jean-Philippe. Donc, en fait, dans le cadre du thème de la fête de la science, l'homme et la nature et de vos travaux, est-ce que vous avez été, du coup, en échange assez actif avec des naturopathes? Et la question que je me pose, c'est quelle est aujourd'hui en Martinique peut-être un peu la place des naturopathes, de leur reconnaissance et de la légitimité, voire crédibilité de leurs travaux. Est-ce que vous avez du coup côtoyé ce milieu et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, moi, tu allais commencer, non? Moi, bien sûr, oui, alors les naturopathes, c'est une formation un peu particulière, hein. Moi, j'ai surtout interrogé les tradis praticiens. Les naturopathes, ils sont formés, comment dire, c'est de la thérapie alternative.
Ils sont formés sur des plantes pas forcément locales. Voilà. Moi, j'ai interrogé les trallis praticiens. Mais en tout cas, il y a eu une commission, c'était juste avant 2018 ou 2019, qui étudiait avec des spécialistes qui étudiaient cette question-là, puisque donc je pense que le statut d'herboriste, par exemple, va évoluer ces prochaines années. J'ai pas eu de retour sur la conclusion de cette commission, mais au niveau national, hein, je parle. Mais je pense que très prochainement, on en entendra parler. Hein, déjà, parce qu'un an, 2 ans après, je pense qu'on devrait avoir des retours là-dessus afin de favoriser justement l'utilisation des plantes, puisque pendant longtemps, c'était presque interdit. En tout cas, ça se faisait en bas-feuille, pour dire parler local. J'ai répondu à ta question? Alors, je vais juste rajouter, me concernant, en fait, je suis davantage amené à devenir un écologue, c'est-à-dire étudier les relations entre l'homme et la plante, pardon, et son milieu, leur habitat. Et je me spécialise aussi dans la végétation des Petites Antilles avec beaucoup d'autres doctorants sous la direction du professeur Philippe Joseph. Puisqu'il faut savoir, en fait, que les spécialistes qui connaissent les plantes de nos îles, des Petites Antilles, sont tous assez âgés. Et on les compte sur les doigts d'une main. Donc, s'ils prennent tous l'avion, pour la petite anecdote, ensemble, il n'y a plus personne, en fait, des qui connaissent la végétation. Donc, j'ai participé, alors, j'ai pas encore vraiment échangé avec des naturopathes, peut-être un, dans le cadre de l'association des botanistes et de l'école de botanique et d'écologie du marin, où, en fait, on était plusieurs à assister à des cours et à aller sur le terrain. Donc, vous m'avez sûrement croisé à plusieurs reprises sur le terrain avec des groupes de personnes, en tout cas avant le Covid. Et on apprenait en fait à déterminer une espèce et parmi nous, il y avait des naturopathes. Donc, c'est le seul échange pour l'instant que j'ai eu avec des spécialistes ou alors lors des conférences réalisées à l'université ou un peu partout en Martinique. Voilà pour le moment pour mes échanges avec les naturopathes. Ok, maintenant, merci beaucoup pour vos réponses qui m'éclairent bien. Parce qu'effectivement, la question que je me pose en tant que Martiniquais, on sent aujourd'hui que dans la conscience collective, il y a quand même une sensibilité, une petite étincelle autour de ces choses-là. À la radio, on en parle et tout. Et c'était effectivement pour savoir si vos travaux, si dans vos travaux, ça ressortait bien et qu'effectivement, il y avait une reconnaissance, une progression dans la reconnaissance de ces pratiques-là, etc., qui effectivement ont toujours été plus en bas-feuille, comme Élodie l'a dit. Donc, c'était pour savoir si officiellement, voilà, il y avait ce travail de reconnaissance qui se faisait et qui s'inscrivent, mais finalement tout doucement au fil des ans, dans la conscience collective. Alors, je voulais juste rajouter qu'effectivement, on prend un gros problème de vulgarisation. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même, à l'Université des Antilles, vous avez des travaux qui sont menés, que ce soit sur les espèces envahissantes, à la Martinique, sur des familles de plantes que l'on retrouve aux Petites Antilles, donc en écologie, en botanique. Et peut-être qu'il n'y a pas encore cet intermédiaire entre le travail scientifique de recherche qui est mené et la population. Donc, pour l'instant, il n'y a que des conférences qui sont menées, il y a l'école de botanique du marin, vous avez quelques initiatives qui sont lancées, mais c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment un décalage entre la population. Je ne dis pas que tout un chacun n'a pas quelques notions ou en tout cas ne cherche pas à apprendre, mais en tout cas, il y a un décalage pour l'instant entre la connaissance scientifique et le grand public et qu'il faudrait y remédier. Ok, merci beaucoup et bravo pour vos travaux. Merci. Il y avait d'autres questions? Bien, merci. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, il y a Madame Fanny P. qui vous remercie quand même tous pour la présentation et ses recherches qu'elle trouve très intéressantes.
Et oui, il y avait donc une question sur le paludisme, mais donc en réponse, on n'a pas de médecin présent pour une question technique sur le. En fait, il y a eu, à propos de l'artémisia, qui est une plante qui pousse en Afrique et qui est utilisée là-bas contre le paludisme. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de controverses sur son utilisation, alors qu'elle est efficace. Elle a été en tout cas pendant un moment. Et bon, ce que j'ai compris, c'est que il y avait bon, l'industrie pharmaceutique, c'est ce qui était véhiculé en tout cas, cherchait à étouffer les propriétés de cette plante. Sauf que en réalité, ils se sont inspirés de des molécules de cette plante, de l'artémisine, pour pouvoir fabriquer des médicaments anti-paludisme. Mais aujourd'hui, en fait, les gens en fait, la maladie, le paludisme, ça s'est adapté, a évolué. C'est comme voilà, les pathogènes, en fait, les micro-organismes s'adaptent assez rapidement. Et donc, à force d'utiliser une même molécule, il faut en trouver d'autres. Donc, la plante à elle seule ne peut pas suffire à régler le problème du paludisme dans le monde. Mais c'est bien d'avoir pu s'en inspirer et d'avoir pu l'utiliser pour traiter les malades. Jusque-là. Oui, Claude, tu as levé la main. Oui. Jean-Philippe, pardon. Désolé, c'est peut-être le passionné qui s'exprime à nouveau. Ma question est pour Élodie, en fait. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Actuellement, il y a des projets je crois que c'est des plantothèques, c'est-à-dire dans les ronds-points à la Martinique. Il y a des projets ou des personnes qui demandent à ce qu'on mette davantage des petits parcs en fait, de plantes qui auraient des vertus médicinales. Et ce serait utile, par exemple, en cas de séisme, en tout cas de risque naturel, le temps qu'on reçoive des médicaments de la métropole ou de je ne sais où, on pourrait se soigner plus rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, en fait? Bah, oui, je pense que c'est une bonne chose. Ça permettrait effectivement, en cas de crise, de pouvoir avoir peut-être des moyens de répondre aux premières maladies, maladies de base, quoi. Mais je ne suis pas sûre que ça suffira réellement à soigner toute une population, déjà sur le plan quantitatif, hein, mais aussi, en fait, il y a un problème aussi quand on cultive les plantes, c'est leur composition n'est pas forcément la même qu'elle aurait, voilà, selon le milieu dans lequel elle pousse. Donc, j'ai peur que, voilà, en les plantant dans des ronds-points ou dans des zones un peu urbaines, elles n'aient pas les mêmes propriétés que dans leur milieu d'origine. Ouais. Mais bon, il y a l'idée. Il faut juste un peu travailler ça, vérifier que les plantes ont toujours ces propriétés. Okay. Merci Élodie. Bien écoutez, il est 20h15, donc on arrive à la fin de ce premier webinaire de lancement de la Fête de la Science. Il n'y a pas d'autres questions ni de demandes de prise de parole. Donc, je pense que nous allons pouvoir clore ce premier webinaire de lancement. J'espère que les interventions de nos doctorantes et doctorants et docteurs vous ont plu. Je vais laisser la parole à Monsieur Philippe Hunel. Oui, déjà bonsoir, parce que je ne vous ai pas encore dit bonsoir à tous. Je voulais vraiment vous remercier, notamment notre jeune docteur et notre docteur ambassadrice de la Fête de la Science au premier webinaire, lancement. On voit que finalement en Martinique, nous avons des talents, nous avons des passionnés, des choses à découvrir, des choses à apprendre, et que la science, c'est quelque chose de fondamental pour nous permettre de vivre dans une société en harmonie. Et particulièrement en Martinique, où nous avons beaucoup de pseudo-scientifiques, de pseudo-sachants, il est important justement que les scientifiques s'impliquent dans la vie sociale, dans la vie politique. Et j'ai bien aimé la question, est-ce qu'il y a
on trouve dans la nature une vision de la politique au niveau des plantes. C'est une question intéressante, justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on observe davantage la nature pour mieux s'impliquer dans notre vie sociétale, dans notre vie de la cité? Comment justement on pourrait réaménager nos espaces pour leur donner plus de place à la nature, et comment cette nature, en la préservant, on pourrait laisser un monde meilleur pour nos enfants. Et donc, je pense que la fête de la science, c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de parler, d'essayer de sortir de nos laboratoires pour expliquer finalement que la science, où on attend souvent beaucoup, pourquoi le scientifique ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais pour avoir une solution, comme disait Élodie, pour utiliser une plante, eh bien, il faut d'abord bien la connaître, bien connaître ses propriétés dans un certain environnement, avant de pouvoir dire que c'est une solution pour une maladie, pour une innovation. Donc, je pense que c'est ça, l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de parler. N'hésitez pas justement à poser vos questions à tous ces scientifiques pour qu'ils eux aussi sortent de leur petit espace fermé pour aller à votre rencontre et échanger avec vous. Merci beaucoup pour ce premier webinaire. Merci au président de la collectivité d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à tous les participants et bonne fête. Merci à tous. Donc, comme on l'a dit, restez connectés. Demain, il y aura un autre webinaire sur la thématique de la pollution lumineuse avec des spécialistes qui, comme ce soir, vous parleront de tortues marines. Je crois que demain, c'est les tortues et l'impact de la pollution lumineuse sur les plantes. Donc, restez connectés, nombreux, et tenez-vous bien au courant de notre programme via nos pages Facebook et autres supports numériques, Instagram, Twitter. On va essayer de vous apporter de l'information avec tous ces supports. Félicitations à tous. Monsieur le Président. Mais félicitations à tous. Et à toutes. Mais la fête de la science, pour moi, hein, c'est aussi la fête de nos chercheurs. Parce que s'il n'y avait pas nos chercheurs, il n'y aurait pas de science. Donc, félicitations à vous tous et à vous toutes. Je suis très, très, très sensible, personnellement, hein, à la recherche. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis ça parce que ce n'est pas en conviction de tout le temps. Et si je suis là, je suis toujours là, c'est en ce sens-là que je vous souhaite, je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations. Je rappelle, en ouvrant une petite parenthèse, que je suis de la campagne. Et j'ai vécu au milieu des caféiers. Ce n'est pas une blague, non? J'ai vécu au milieu des caféiers. Que par conséquent, je connais ça. On avait du café à n'importe quel moment. Le café était un médicament à certains moments. Cela veut dire, vous avez le café au matin, vous avez le café avec un petit filet de rhum parce que vous avez une grippe, je ne sais pas quoi. C'est comme ça, j'ai été élevé dans le café. Je dis ça, c'est pour rappeler. C'est vrai, moi, je n'ai pas peur de le dire. Donc, je sais de quoi je vous parle. Voilà ce que je tenais à vous dire. Félicitations à tous et ça m'a beaucoup intéressé. Vous avez soulevé des problèmes qui posent des problèmes pour l'avenir. Effectivement, il y a la montée des eaux. Mais il faut savoir aussi que la plupart de nos villes ont été bâties, sauf à la campagne. On les pieds dans l'eau, disons ça comme ça. Que par conséquent, ça pose un autre problème. Et on verra comment aborder ces questions dans l'avenir. Peut-être que je ne suis pas là, mais en tout cas, tant que je suis là, je suis passionné, je vous dis, de mathématiques, de sciences et d'économie. Je ne parle pas de moi, mais c'est vrai. Ce sont mes sciences préférées. Voilà. Donc c'est pour cela. Québec, pas molly, pays à vous en sorte, merci en pile, merci en chat, et bon succès. Merci, Président.
ce sera le mot de la fin et merci pour votre soutien. Effectivement, vous êtes présents chaque année sur nos fêtes de la science. Merci à tous nos spectateurs. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce premier webinaire. Et donc, à demain, même heure, 18h30, pour la pollution lumineuse. Bonne soirée.